Écoutez, je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir avec vous. Donc effectivement, je suis directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, qui est un établissement public administratif, un EPA comme on dit, qui relève du ministère des Armées, et comme vous pouvez le voir, qui est composé en partie de militaires. Et c'est le sujet vraiment de l'intervention de ce soir. Ces soldats, qu'on surnomme depuis déjà plusieurs décennies les soldats de l'image, ont une activité continue depuis 1915. Et donc quand on a réfléchi avec Eric un peu à ce que pouvait être le sujet, dans un premier temps on s'est dit est-ce qu'on se consacre uniquement à la Première Guerre mondiale? Et puis dans un second temps je lui ai dit pourquoi pas balayer le XXe siècle, ce qui vous permettra quand même de découvrir quelle a été leur activité selon les périodes, selon les conflits évidemment et selon la nature des conflits. Et quelle est, si j'espère je ne traîne pas trop en route, vous présenter l'établissement aujourd'hui parce que, je le disais à Martine en préambule, j'ai encore une équipe qui est partie avant-hier au Liban pour couvrir la probable évacuation des ressortissants français et franco-libanais qui le souhaiteraient par voie maritime. Donc nous avons plusieurs équipes en ce moment en Europe, plus le Liban, qui couvrent toujours ce que fait l'armée française, les armées, donc que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre ou la marine. Voilà. Alors, pourquoi ce service existe ? Pourquoi il est né en 1915 ? Je ne traite pas si je veux avoir du temps ensuite. En 1915, la guerre a été, début 1915, pardon, la guerre est déclenchée depuis août 14. Les Allemands et les Austro-Hongrois sont déjà organisés pour favoriser une propagande par l'image. Ils ont compris beaucoup plus tôt que l'armée française que le cinéma et la photographie permettaient de véhiculer les raisons pour lesquelles le conflit avait été déclenché, quelles étaient évidemment les raisons pour eux de le mener, et l'armée française était complètement à la ramasse, ne voyant pas du tout l'intérêt de l'image, dans le cadre à la fois de la propagande, mais aussi de la contre-propagande. Et c'est sous l'impulsion tout d'abord du ministère des Affaires étrangères que va être créée en février 1915 la section cinématographique de l'armée. Pourquoi ? Alors pardon, je dis une bêtise, excusez-moi. Sous l'impulsion des entreprises privées, Gaumont, Pathé, etc., qui font les actualités, qu'est créée la section cinématographique. Pourquoi ? Parce que pour faire les fameuses actualités qui passent dans les salles de cinéma avant les films, il n'y a pas d'image française et on est obligé de s'en remettre à des images de l'ennemi pour montrer la guerre. Ce qui est quand même complètement fou. Et donc les entreprises vont voir le ministre de la guerre et lui disent, bon voilà, il faut faire quelque chose. Ils arrivent à le convaincre de la création de cette première section, qui est d'abord composée d'opérateurs qui n'avaient pas été mobilisés, donc des gens qui étaient plutôt soit des raisons âgées, des problèmes de santé, etc. Et comme l'armée n'a pas de matériel non plus, ces entreprises vont également fournir tout ce qui est matériel, laboratoire de développement, etc. Et ça sera jusqu'à la fin de l'année 1915. Pourquoi je parlais du ministère des Affaires étrangères ? Parce qu'en fait, c'est la section photographique qui va être créée au mois de mai 1915, et c'est bien le ministère des Affaires étrangères qui se tourne vers le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, qui a la responsabilité de la photographie, en lui demandant, ben voilà, on vient de créer quelque chose pour le cinéma, nous on veut la même chose pour la photo. Pourquoi ? Parce que pour leur opération de propagande, cette fois-ci, vis-à-vis des pays qui sont restés neutres, pour ne pas qu'ils basculent du côté de l'Allemagne, il faut absolument des images qui montrent la guerre vue par la France. Et là, ce n'est pas le cinéma qui compte, c'est l'image fixe, la photographie. Le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts dispose à l'époque d'un service qui s'occupe de documenter la destruction des monuments historiques, mais n'a pas le droit d'aller sur le front. Donc ils vont ensemble, on a les documents très précis, ils demandent un rendez-vous au ministre de la Guerre, et tous les deux vont voir le ministre de la Guerre et demandent la création d'une section photographique, ce qui est fait donc au mois de mai. Et donc nous avons la mise en place juin-juillet, nous avons 2 sections qui vont fonctionner concomitamment avec 2 chefs, mais sont localisés dans les mêmes bureaux. Et ces bureaux sont rue de Valois, dans l'actuel ministère de la Culture, où est le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Hein, c'est l'administration de la culture, elle ne s'appelait pas comme ça, mais habite la rue de Valois depuis déjà un bon moment, et encore aujourd'hui, dispose d'un laboratoire, donc SPA, c'est section photographique. Donc vous voyez le laboratoire qui est en sous-sol, et d'une salle de consultation qui, elle, est au rez-de-chaussée. Alors, pour la photographie, pour le film, tout ce qui va être réalisé va être envoyé directement aux entreprises privées dans un premier temps, après être passé évidemment par la censure, évidemment.
Et pour les photographies, elles sont mises dans des albums. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des albums Valois, qui sont aujourd'hui conservés par la bibliothèque La Contemporaine, à l'université de Nanterre. Et en fait, ces albums, les voici, ils sont là. La presse vient, alors les correspondants de guerre étrangers, les missions militaires étrangères, et la presse française et étrangère se déplacent dans cette salle de lecture, où on regarde les albums, on choisit sa photo pour la publication dans la presse. Et donc de 1915 à la fin de la guerre vont fonctionner ces deux sections, je vais vous dire ensuite, elles vont fusionner, elles vont fonctionner pour fournir toutes ces images, au total 110 000 photographies sur plaques de verre, et environ 10 000 heures de films à peu près, probablement un peu moins. Tout n'a pas été conservé. Pour les films, pour les photographies, par contre, on a tout, qui vont modeler à la fois la représentation de la guerre et de ce que s'imaginent les Français de ce qu'est la guerre, la vie au front durant ce conflit, mais aussi tous les petits Français qui verront à l'école, tous nos manuels aujourd'hui sont illustrés avec ces photographies-là. Donc nous avons tous aujourd'hui une représentation, je dirais, visuelle de la guerre à travers les images réalisées par la section photographique et la section cinématographique. Ça n'est pas le cas de tous les autres conflits, puisque les reporters civils vont, à côté de cela, s'organiser, etc., produire tout un tas d'images. Mais pour la Première Guerre mondiale, c'est vraiment la production officielle de l'armée qui a façonné la représentation de la guerre que nous avons. Ça, plus évidemment les productions des soldats qui étaient pour certains équipés de petits appareils photographiques, des vest pockets, qui pouvaient se glisser, comme le nom l'indique, dans la poche. Et les photographies qui étaient d'ailleurs complètement interdites au front étaient quand même largement utilisées, enfin les appareils photographiques étaient largement utilisés par les soldats. Alors, quels vont être les thèmes et quels vont être, je dirais, le fonctionnement de ces deux sections? Alors, je ne ferai pas beaucoup de citations de texte, rassurez-vous, mais là, je reviens un petit peu en arrière. En mai 1915, c'est une note du général Joffre, que je vais vous citer brièvement. Elle nous donne l'objectif en 3 points pour la section photographique. L'objectif est, au point de vue historique, donc il y a déjà la notion de constituer des archives du conflit, au point de vue de la propagande par l'image dans les pays neutres, ça c'est la raison principale pour laquelle la section est créée, et au point de vue des opérations militaires pour la constitution des archives documentaires du ministère de la Guerre. Alors là, vous allez me dire c'est la même chose que le premier point. Non. Pour le ministère, c'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le RETEX, le retour d'expérience, c'est-à-dire que les officiers puissent travailler sur des images afin de perfectionner les tactiques, les stratégies mises au point. Alors, je vais essayer de mettre aussi des petits extraits de films. Donc c'est le premier. Je me tais. Voilà, tout petit extrait. Là, on est vraiment au début du conflit. Les tenues Bleu Horizon viennent d'être distribuées. On est en fin 1915. L'automne 1915, on peut le voir la tenue, ils n'ont pas encore les vêtements d'hiver. La grande difficulté pour la photo comme pour le cinéma, c'est de monter au front, évidemment, en première ligne. C'est impossible. Le matériel, là justement, nos producteurs, enfin nos opérateurs officiels n'ont pas ces petits appareils vest pocket que vient de développer Kodak. On est sur du gros appareil très lourd à plaques de verre. Donc il faut d'abord des commis qui portent tout le matériel, c'est plusieurs centaines de kilos, et donc on ne peut pas se mettre sur la première ligne de front, c'est impossible. Donc nous n'avons quasiment pas d'images, oserais-je dire même pas du tout, d'images de montée à l'assaut. Ça, les rares images dont on dispose, c'est justement des gars qui n'avaient pas le droit de prendre des photos, qui se sont débrouillés pour les prendre, alors que même monter au front. Donc, pour imaginer la scène, souvent elles sont floues, là on en a dans nos fonds privés, on en expose une en ce moment au musée de la Grande Guerre de Meaux. L'image est floue, faite à la va-vite, je remets l'appareil photo dans ma poche et moi aussi je sors de la tranchée. Je vais vous montrer tout à l'heure un extrait de film. Les extraits de film, enfin les extraits de montée à l'assaut sont des reconstitutions qui ont été faites quelques mois plus tard, souvent dans des zones évidemment où il n'y avait plus de combat. Toujours une fois pour ce qu'on appelait à l'époque la propagande, aujourd'hui on appelle ça de la communication. Mais c'est la même chose. Alors voilà comment fonctionnent ces deux sections, parfois seules, parfois elles se retrouvent. Donc là on a vraiment, vous voyez le photographe ici et le caméraman, en fait ici il y avait une représentation du théâtre aux armées, et donc on a évidemment tout le reportage, donc je peux vous le dire, voilà.
et besoin en même temps de photographie et de films pour montrer que les soldats peuvent se distraire au front. On est vraiment dans une logique, je vous l'ai dit, de documentation, et très rapidement, les sections vont produire beaucoup plus d'images que ce qui leur était demandé. C'est ça la richesse de ces archives, c'est qu'ils vont vouloir documenter un 360 degrés, comme on dirait, c'est-à-dire toute la vie des soldats. C'est ce qui fait la richesse, c'est qu'on n'a pas uniquement une production dite officielle, on a aussi la vie quotidienne, ce qui n'était pas demandé par le commandement, mais d'eux-mêmes, ils vont prendre leurs camarades tout simplement en image. Alors vous voyez déjà la nature du matériel assez loin. En 1917, c'est Lyautey, qui est alors ministre de la Guerre, qui prend la décision de fusionner les deux sections, à la fois pour plus d'efficacité, et puis parce que souvent, sur les commandes qui sont faites, on a besoin des deux images, le film et la photographie. Et là, il redéfinit dans une note de janvier 1917 les raisons pour lesquelles cette nouvelle section unifiée existe. Lui, il ne met que deux raisons. Permettre la réunion d'archives aussi complète que possible concernant toutes les opérations militaires. Il y a vraiment cette dimension archivistique qui est très intéressante. Et rassembler pour la propagande française à l'étranger des clichés et des films susceptibles de montrer la bonne tenue des troupes, leur entrain et les actions héroïques qu'elles accomplissent. Alors, et là on commence, si la photo d'avant est un peu trompeuse parce qu'on voit les deux sections travaillant côte à côte, là vraiment, à partir de 1917, on a systématiquement les deux médias qui vont travailler ensemble systématiquement, sauf pour des missions précises où on n'enverra généralement pas trop le film, mais plutôt des photographes aller opérer seuls aux quatre coins de la planète. Parce que c'est une autre particularité qui va se développer, le conflit s'élargissant de plus en plus. Les armées françaises étant déployées sur le front d'Orient, mais aussi en Arabie, mais aussi en Afrique, à chaque fois, il y aura des missions qui seront envoyées. Ils n'auront pas d'opérateurs à temps plein, mais par contre, des missions seront envoyées pour documenter des moments de ces contingents. Il n'y a que le Front d'Orient qui bénéficiera, lui, d'équipes quasi permanentes, parce que le contingent français est tellement important là-bas que cela le méritait. Mais voilà là deux grandes, surtout le photographe Emmanuel Mas, ici, qui commence à avoir du matériel plus léger, qui est un des grands photographes de l'époque et qui a une carrière de photographe à la fois derrière lui et après lui. Derrière lui et après la guerre qui continuera sa carrière et qui sera un photographe assez marquant des années 10 et des années 20. Alors un autre petit film. Tac. Ça part. Il faut que je le fasse un peu mieux. Bon, je vais absolument vous le montrer. Alors, pourquoi il ne démarre pas ? Bon, vous m'autorisez juste une manip. Tac. Et comme ça, on le verra. On sera sûr. Voilà, je me remets en plein écran. Il s'agit bien d'une reconstitution, parce que comme je vous le disais, il aurait été totalement impossible de filmer en situation réelle ce film. C'est une reconstitution de l'attaque du Bois des Buttes sur le chemin des Dames. Comme vous le savez, l'attaque se fait le 16 avril 17, et ça a été tourné le 20 septembre 17, plusieurs mois plus tard. Alors, également, comme je vous l'ai dit, j'aurais rêvé d'avoir 3 heures pour vous montrer plein d'images. Ah bah, ça se met à fonctionner. Classique. Les opérateurs vont être envoyés à partir de 17, un peu partout. Et donc, je n'ai pas pu résister à vous montrer cette photographie qui sont Paul Castelnau, qui est aussi un très très grand photographe qui va travailler également pour les archives de la planète d'Albert Kahn. Et là, cette fois-ci, Jean Prache, qui est également
un caméraman de qualité qui aura une belle carrière ensuite. Ils sont dans le désert d'Arabie où la France n'a pas forcément un gros contingent, mais par contre ils documentent les armées britanniques essentiellement, puisqu'en 1916, là je vous avoue que c'est quelque chose que je connais très mal, donc je reprends mes papiers, les tribus du centre de la péninsule arabique, sous la conduite de l'émir Hussein, qui est le shérif de la Mecque et roi du Hedjaz, se révoltent contre les Turcs avec l'ambition de créer un État arabe unifié, et elles vont être soutenues par les gouvernements britanniques et français, et il y aura essentiellement un contingent britannique, mais aussi quelques Français, et donc immédiatement on envoie une équipe pour documenter ce qui va se passer. Donc on a un fonds incroyable sur l'Arabie, mais je pourrais vous citer à peu près au moins une quinzaine de pays actuels. Là aussi, vu l'actualité, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une photographie de Jérusalem, ce qui montre aussi l'attrait de ces photographes. Il n'y a rien de militaire. Quand ils sont à Athènes, ils prennent toutes les ruines. Quand ils sont en Palestine, je fais attention à ce que je dis, Israël, Palestine, disons la Palestine de l'époque, ils prennent absolument tout en photo. On a le chemin de croix précis dans Jérusalem, on a les ruines, etc. Des choses qui ont été détruites aujourd'hui. Lorsqu'ils sont... je voulais vous rapporter des photos d'Ukraine, mais je ne vais pas m'en sortir, je vais rester 2 heures sur ça. Tout est documenté. Le patrimoine, les populations, les petits métiers, je vais vous montrer tout à l'heure des choses à Salonique, et les destructions. Voilà. Il y a vraiment une volonté de documenter les théâtres, les pays dans lesquels ces soldats vont, où ils ne sont jamais allés. Il y a aussi une curiosité naturelle qui les pousse, et puis il y a leur profession qui est de documenter. Je l'ai dit, certains travaillent déjà plus ou moins de manière officielle. À la fin du conflit, ce sera beaucoup plus officiel avec les archives de la planète. Et donc, on est dans cette logique de documenter ce que l'on voit, pas uniquement la guerre, mais le monde tel qu'il est. On a de la chance, ça nous fait... Alors voilà. Je vous laisse regarder. Là, on est à Salonique. Un film qui s'appelle Quelques petits métiers, qui dure 20 minutes. Je vous ai mis un tout petit extrait. Voilà. Alors, là, je vous fais rêver en vous parlant de nombreux pays dans lesquels évolue la section, mais sur le territoire national, il y a la même ambition, c'est de documenter tout ce qui se passe. Donc que ce soit dans les usines de munitions, mais aussi vous avez des munitionnettes qui travaillent au profit du gouvernement britannique, enfin, de l'armée britannique et qui réparent des fusils qui reviennent du front. Il y a tous les petits métiers parisiens. La vie à Paris est particulièrement détaillée dans nos fonds. Le fameux match qui a été filmé, dans lequel le premier ACA a été filmé en France entre l'équipe militaire de rugby de Nouvelle-Zélande et de la France. Pour l'anecdote, la France perd 41-0. Voilà, mais c'est un de nos best-sellers, ça partout où on le sort, c'est merveilleux. Il y a vraiment une profusion de sujets, ce qui fait qu'on ne travaille pas que sur la guerre. À partir de ces archives, on peut travailler sur une multitude de sujets. Et vous allez voir que ça va beaucoup conditionner la production du service, quel que soit le nom qu'il portera, de 1919, la fin de la guerre, jusqu'à encore aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher, évidemment, de vous faire quelques petits extraits sur Land. Là, ici, le 14 octobre, sur la route de Soissons, les habitants viennent accueillir les troupes qui arrivent. On a quelques photographies de la ville, donc, dans un format assez particulier, la cathédrale. Donc là, on voit bien que le photographe a voulu la prendre. Il ne pouvait pas travailler sur un format classique de plaque de verre, donc il est passé par un autre procédé qu'on appellerait aujourd'hui panoramique. Ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais voilà. Alors là, vous connaissez mieux que moi la porte de Chemisel avec quelques habitants. La rue Saint-Martin. La place de la mairie, alors avec ce fameux socle, moi je ne connaissais pas, mais vous devez tous connaître, évidemment. Voilà. Je n'ose pas en parler.
Et puis, ce petit film dont on parlait juste en préambule avec Eric, monsieur le directeur, un petit film que nous avons, mais en fait, il n'est pas petit, on en a deux en réalité, qui est tourné, que je ne dis pas je dis précisément la date, qui est tourné le 15 octobre 1918, lors de la visite du président de la République et du général Mangin. Un film est tourné du défilé militaire en ville. Je vous le passe. C'est un film qui au total dure près d'une vingtaine de minutes, où on voit le président arriver, être accueilli par les autorités, etc. etc. Mais bon, ça c'était les gros plans, je me suis dit que ce n'est pas forcément ça qui allait vous intéresser. Là au moins on voit la ville. Voilà. Si vous voulez en voir plus, tout ça est visible en ligne sur notre site internet, j'en parlerai tout à l'heure. Et quelques jours plus tard, le 17 octobre, c'est Georges Clemenceau qui à son tour vient à Laon. Vous pouvez le reconnaître ici, au centre de l'image. La photo est un peu foncée, mais on reconnaît ses moustaches et son célèbre chapeau, presque un bob, qui ne quittait pas quand il se déplaçait au front. Et vous savez qu'il allait très souvent au front. Il va visiter comme ça toutes les villes libérées au fur et à mesure. La section va changer de nom. On rentre dans une période un peu tumultueuse entre la fin de la guerre et puis 1921. Nous-mêmes, on a du mal parfois à s'y retrouver. La production va continuer, va changer déjà. On ne filme plus les combats, évidemment. Elle se poursuit encore là sur les théâtres où nous avons des soldats, mais sinon, globalement, elle change un petit peu de nature et on se concentre vraiment de plus en plus sur les destructions dans les territoires qui sont libérés. Les territoires français, je pense évidemment aux actuels Hauts-de-France, le Nord, le Pas-de-Calais, où on va aussi documenter après le patrimoine l'industrie française qui a été complètement ravagée, parce qu'il va commencer à falloir faire la note pour faire payer évidemment l'Allemagne et les dommages de guerre. La section change de nom, elle devient le service photographique et cinématographique de la guerre, entre août 18 et septembre 1919, elle change encore de nom, devient le service photographique et cinématographique des Beaux-Arts. Donc vous voyez, progressivement, on revient sous une tutelle du sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, et elle finit par devenir une société de type associatif qui s'appelle la Société des archives photographiques d'art et d'histoire, sous le contrôle de la direction des Beaux-Arts. Donc on dirait qu'aujourd'hui c'est totalement interdit, c'est du para-administratif. Mais à l'époque, ça ne posait pas de problème. Et elle va récupérer toutes les archives produites par la section, et aussi ce qui avait été produit encore par le sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, qui lui ne documentait en photographie que les monuments historiques. L'héritier aujourd'hui de ce service, c'est la médiathèque de la photographie et du patrimoine, qui est à Charenton, et dont les collections sont conservées au fort de Saint-Cyr, et qui est complémentaire de nos collections, parce que je vous en parlerai tout à l'heure. Le fonds a vécu pas mal de vicissitudes, et même si nous en avons l'écrasante majorité aujourd'hui, il reste encore des tout petits bouts de ci, de là. Je vais vous en parler maintenant. Justement, ces fameuses plaques de verre vont être dans cette société qui ensuite va plus ou moins péricliter. Ça va être stocké dans les sous-sols de la rue de Valois, qui ne saura pas à quoi en faire, qui progressivement, le sous-secrétariat d'État, qui changera lui aussi de nom et d'organisation, va les déplacer de site en site. À chaque fois, on en perdra un petit peu. Mais c'est moins pire que ce qui va se passer pour le film, où là, on va en perdre beaucoup, et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas les Allemands qui nous les ont piqués, ce n'est pas les fameuses archives dites de Moscou qui sont rapatriées au fur et à mesure. Là, on les perd vraiment par destruction. Ce sont des films beaucoup plus fragiles finalement que les plaques de verre, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'elles sont bien conditionnées. Les films ne supportent pas l'humidité, c'est en nitrate, hautement inflammable. Donc, on en perd beaucoup, et progressivement, c'est retrouvé dans les années 40, véridique, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les sous-sols du Trocadéro. On ne sait pas totalement pourquoi elles sont arrivées là, les films, mais là, le service, je ne vous dévoile pas ce qu'est devenu le service, mais demande la récupération, et donc en 1900,
trompe toujours. 1946, premier, on ne peut pas dire versement, mais en tout cas, première récupération, parce que là, pour le coup, il n'y a aucun document en plus qui donne le transfert de propriété, c'est tout simplement, on envoie ça, et puis, hop, en camion. 1950, deuxième envoi des films. Par contre, c'est en 1972 qu'arrive par le biais d'une convention de dépôt, là cette fois-ci, légalement, c'est propre, que sont transférées les 110 000 plaques de verre dont le ministère de la Culture ne sait absolument pas quoi faire et dont aucun service d'archives de notre bon ministère ne veut. Je dis bon parce que nous sommes conservateurs du patrimoine, nous dépendons du ministère de la Culture, même si nous sommes affectés ailleurs, n'en veut pas, et le service, le mien aujourd'hui, récupère tout ça, évidemment, avec bonheur, mais il en reste encore un petit peu, je vous l'ai dit, à la médiathèque de la photographie et du patrimoine, pour des raisons qu'on ne comprend pas, parce qu'en fait, là aussi, ça a fonctionné à moitié fonds publics, moitié fonds privés, avec les archives de la planète, ce qui est le musée aujourd'hui Albert Kahn à Neuilly, et puis la bibliothèque La Contemporaine. Donc pour avoir l'entièreté du fonds, même si 90% est chez nous, il reste 10% répartis chez les autres. Voilà. Et je ne pouvais pas m'empêcher de finir, j'ai été trop long, je m'en doutais, sur la Première Guerre mondiale, avec le traité de Versailles, où on voit, alors j'en profite tant que le film ne part pas, regardez bien ici, au fond, vous allez voir, non pas les plénipotentiaires, mais bien Wilson, Clémenceau. Alors, comment j'ai fait? Oui, il faut que je repasse. Oui, c'est fait exprès. Ça me permet de le... Voilà, vous les voyez maintenant. Tac, tac, tac. Ils sont au fond, et c'est le jour de la signature du traité. Voilà, George aussi. Les trois. Il y a l'italien dont je ne me souviens plus le nom. Pardon. Mais voilà. Tac, je rebascule. Et là, je vais aller un peu plus vite. Alors, entre 1920 et 1940, c'est assez simple, en fait. Je vous ai dit, hop, c'est un effondrement progressif avec un transfert de statut. Mais parallèlement, dès 1920, dès juin 1920, l'armée recrée une section cinématographique de l'armée. Parce que finalement, c'est quand même assez utile, ce truc-là. Donc elle recrée une section, mais pas du tout pour documenter la guerre, puisqu'il n'y a plus de guerre, mais pour faire des films d'instruction. Et donc là, on bascule complètement dans une période de 20 ans, où la production va être avant tout cinématographique et pas photographique, et est destinée tout simplement à l'instruction des soldats, parce que l'image peut servir à cela aussi. Alors, instruction militaire, mais aussi une logique d'éducation morale, patriotique, prophylactique, et de propagande notamment coloniale. Le problème, c'est que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, ni rien vous montrer, puisque cette période-là, 1920-1940, a été intégralement détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans ces fameux déplacements, si on a récupéré des choses de la première, tout ce qui avait été tourné entre 20 et 40 a disparu. Nous n'avons presque plus rien. Il nous reste, je crois, 3-4 films, quelque chose comme ça, et qui sont totalement inintéressants. C'est ainsi. Durant cette période, qui a quand même donné lieu à une thèse, et c'est pour ça qu'on connaît désormais bien ce qui s'est passé durant cette période, la marine ne retrouve pas ses petits dans cette histoire. C'est l'armée de terre qui domine. Donc elle va créer sa propre section cinématographique de la marine en 1936, et l'armée de l'air va faire la même chose en 1937. Pourquoi? Parce que dans l'instruction, évidemment, ça ne répond pas aux mêmes choses. Il faut embarquer des soldats sur les bateaux, d'une part. D'autre part, l'armée de l'air prend enfin, vous savez, son indépendance, son autonomie vis-à-vis de l'armée de terre, et donc ils veulent leur propre service. Alors, voilà une très jolie photo qu'on aime beaucoup, des opérateurs de la section cinématographique de la marine, qui, eux, vont faire aussi beaucoup de photographies, pas de films, de photographies, enfin si, très peu de films, mais surtout de très belles photos, parce qu'ils engagent de très bons opérateurs, et d'instruction, mais aussi, par exemple, ils vont documenter toute l'opération à Narvik. Donc, vous voyez, par exemple, et la qualité de la photographie, en 1940, on a des reportages d'une beauté, mais absolument incroyable. Donc la section cinématographique de l'armée de l'air, alors là, 1937-1941, tout a été perdu. Mais là, je ne dis pas détruit, c'est perdu. On en retrouve de temps en temps dans les fonds de la documentation française, dans les fonds du service historique de la défense. Là aussi, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on essaye de travailler dessus en ce moment pour comprendre comment c'est fait. Et à partir de 1941, par contre, on retrouve la production du service cinématographique de l'armée de l'air. Voilà. Je vais vous en reparler. 1939-1940, la section cinématographique de l'armée est réactivée par la mobilisation des plus grands réalisateurs.
je ne peux pas m'empêcher de vous montrer Jean Renoir en lieutenant de réserve. Peu de photographies, mais beaucoup de films. Beaucoup de films pendant cette drôle de guerre. Il s'agit de montrer à l'arrière que tout va bien, que nous attendons les Allemands sereinement, avec ce qu'on va appeler les journaux de guerre, un par semaine. Là, normalement, il y a du son. On n'a pas testé, c'est ma faute. Eric me l'avait proposé. Il y a 20 ans, nous donna déjà la victoire. Allez, on se la remet. Ces soldats de 1939, comme ils sont en tout point semblables déjà par la forte démarche, la ferme résolution du visage à ceux de 1914-18, le poilu d'aujourd'hui est bien exactement le même que le poilu qui, il y a 20 ans, nous donna déjà la victoire. Voilà, là on y croyait encore. Ça part. Même problème. Je ne sais pas pourquoi. Une fois ça marche. Une fois ça ne marche pas. Dunkerque, 4 juin 1940. L'épopée de Dunkerque s'est héroïquement terminée. 335 000 hommes de l'armée du Nord ont été embarqués grâce à l'intime et fraternelle collaboration de l'armée, de la marine et de l'air, et au concours inlassable et magnifique des forces britanniques. Il s'agit vraiment de laisser le moral aux Français. Dunkerque est un succès. On ne parle évidemment pas des dizaines de milliers de prisonniers qui sont faits et de morts. Ah bah. C'est toujours comme ça. Alors, entre 1940 et 1944, on va assister, comme beaucoup d'autres services de l'État et comme le reste de l'armée, à une scission évidemment et à un développement parallèle d'une production photographique et cinématographique. Alors, je vais commencer par Vichy. Avec l'armée d'armistice, le service cinématographique de l'armée et celui de l'armée de l'air et de la marine, les trois, vont être aux ordres vraiment de la Révolution nationale et de la propagande pétainiste. Et on a une production très clairement en faveur des valeurs, travail, famille, patrie. Je ne vous fais pas je ne vous énumère pas les thématiques que l'on peut retrouver, qui sont celles évidemment du régime de Vichy, et bien entendu du culte du maréchal également. Donc vous l'avez ici en Berry en Bugey en septembre 1942. Vous avez ce reportage qui est assez exceptionnel, qui est à Vichy, le fameux moment où les préfets prêtent serment au maréchal Pétain. Donc on a tout un reportage assez incroyable. Et il s'agit également de montrer que les colonies sont restées fidèles au maréchal, ce qui n'est pas le cas, on le sait, puisqu'elles vont toutes basculer très rapidement en faveur de la France libre. Mais c'est pas grave, c'est le principe de la propagande. Et donc on a un fonds qui s'appelle chez nous le fonds Vichy, et qui est vraiment produit strictement pour la propagande du régime. Parallèlement, le général de Gaulle, évidemment, est à Londres, et dès les premiers jours se rallient quelques photographes, trois en particulier, qui vont être vraiment le noyau de ce qui va être le service photographique de la France libre. Et là, on a également une propagande dès les origines gaulliennes, pour montrer et pour développer l'image du général de Gaulle, essentiellement, pas en France évidemment, puisqu'on ne peut pas publier ces documents en France, mais à l'étranger, et en particulier aux États-Unis. Ces photographies seront largement publiées là-bas. Il s'agit de montrer que ce général ne deviendra pas un dictateur, on est vraiment dans cette logique-là. Donc beaucoup de photographies également sur sa vie privée, son épouse, les enfants, comment cet homme pourrait être. Et ça marchera très très bien aux États-Unis, autant Churchill, on a des relations parfois un peu houleuses. Mais au début, les Américains, l'opinion en tout cas, va voir en De Gaulle, malgré le fait qu'il soit militaire, quelqu'un qui pourrait, non pas sauver la France, mais en tout cas rapporter une démocratie à la fin de la guerre.
On sait un peu qu'avec Eisenhower, ensuite ça se compliquera, mais en tout cas, dans les premiers mois et premiers temps de la production photographique, ça marchera dans la propagande. Les images seront publiées dans les grands magazines, Life, Vogue, etc. Il s'agit également de montrer les unités de la France libre. Et là, on a les hommes de Kiefer, donc le fameux commando Kiefer, qui s'entraîne. On est 2 ans tout juste avant le 6 juin. Le commando est en train de se créer progressivement, sous commandement britannique, et donc on a des photographes qui vont les prendre en photo pendant leurs entraînements. Les premiers photographes vont partir également, suivront la colonne Leclerc, la Libye, etc. Donc on essaye vraiment de montrer la France libre qui est combattante. Pareil pour les forces aériennes françaises libres, les FAFL, et pareil pour les forces navales françaises libres. Et puis il s'agit également de montrer d'un point de vue politique que le général de Gaulle a constitué déjà autour de lui une équipe qui pourrait reprendre un gouvernement à la fin de la guerre, et un gouvernement républicain. Donc là, vous êtes au Royal Albert Hall, on célèbre déjà l'appel du 18 juin en 1942, lors d'un grand discours politique sur ce que serait la politique, le rétablissement de l'ordre républicain à la fin de la guerre. En mai 1942, le service de Vichy crée à Alger une section Afrique du Nord, qui va suivre les troupes, le général Giraud, d'abord avant tout, qui est à ce moment-là à Alger, montrer que les colonies, encore une fois, sont restées fidèles, c'est en fait la seule qui est encore à peu près sous la responsabilité de Vichy, mais dès que le débarquement allié se fait en Algérie, la section photographique de la France libre et le SCA Alger, donc la section cinématographique Alger, fusionnent dans ce qu'on va commencer déjà à réappeler une section cinématographique de l'armée. Donc en ce moment, on en a 2, on a celui de Vichy et puis celui de la France libre. Et au gré de l'avancée de la libération des territoires, jusqu'à l'arrivée à Paris, où là il y aura fusion de nouveau avec le service cinématographique Vichy, celui de la France libre, et marine et armée de l'air continueront de voguer maintenant pour la France libre, mais sous leur propre appellation. Donc c'est une production un peu compliquée, pour nous je ne vous le cache pas, mais on arrive quand même à s'y retrouver. Et alors là je vous ai fait évidemment un petit panorama de la libération, parce que nous avons la chance, à partir de ce moment, là, 43, je vais vous montrer la Corse et l'Italie, mais surtout 44, d'avoir toute une série d'opérateurs photos et films d'une immense qualité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent des entreprises privées, qui ne travaillaient pas dans l'armée, qui vont s'engager à ce moment-là, et qui vont produire des images qui, d'un point de vue esthétique, sont également inouïes. Et sort la semaine prochaine le film Lee Miller, que je vous invite à aller voir, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Lee Miller, elle a eu la chance, elle a publié dans Vogue États-Unis et Vogue Londres. Les nôtres ne publiaient pas, mais c'est la même qualité. C'est tout à fait la même qualité. Alors, évidemment, d'abord la Corse, où on a des photographies assez superbes, avec en particulier Raymond Méja, qui lui est caméraman. Pareil, belle carrière ensuite, vous voyez, une assez grande modernité dans sa tenue, on est en 1943. Il n'est pas du tout équipé comme un militaire. À l'époque, je le précise bien, ce ne sont pas des combattants. La grande particularité par rapport à Lee Miller, parce que c'est maintenant que je vous ai parlé du film, si vous allez le voir, ils portent tous l'uniforme. Ils ont le statut de correspondant de guerre. Mais pour les Américains, un correspondant de guerre, c'est un civil auquel on a mis un uniforme et qui travaille pour un magazine. En France, on a toujours un cas un peu particulier, c'est qu'ils sont obligés de prendre un contrat avec l'armée, ce qui n'est pas du tout le cas des Américains, mais ils ne sont pas militaires. Donc ils ne portent pas d'armes, mais ils portent un uniforme, et parfois, certains ont des grades, d'autres pas, ça on n'arrive pas à comprendre, on n'a pas trouvé d'archives sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, on a cette différence, c'est qu'ils obéissent, et leur production, c'est pas eux qui l'envoient à des magazines, c'est le commandement militaire qui, dans le cadre de la mission d'information, puisque là on a supprimé le mot de propagande, la France libre parle bien d'information dès le début, dès 1940, c'est le titre, et distribue à la presse les images qui ont été sélectionnées. L'Italie, on a sorti un livre, sur l'année dernière sur la Corse, là on a sorti un livre il y a quelques mois sur la campagne d'Italie, ce sont des images absolument splendides. Toujours, alors là je ne peux pas vous les montrer, mais en Italie, on voit bien que nos opérateurs sont fascinés également par les paysages, par tout le patrimoine historique, des monuments historiques. Et vous voyez, vous le comprenez immédiatement. On ne peut pas photographier vu, si vous voulez, à l'horizontale, on se met en contre-plongée pour avoir le Colisée. C'est vraiment... Et à chaque fois, les photos sont doublées.
sans soldats. Ce qui fait qu'on peut faire de très jolies photos aussi pour décorer les bureaux sans soldats. Sur la place Saint-Pierre, et là aussi on a tout un reportage sur la venue du général de Gaulle qui rencontre le pape, etc., ou à la Villa Médicis, des photos absolument magnifiques. Quelques semaines plus tard, c'est le débarquement de Provence, et le premier jour du débarquement de Provence, il n'y a pas d'opérateur. Donc on se réfère à ce qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale. Très vite les opérateurs arrivent, mais pas le jour du débarquement. Contrairement aux Américains qui mettront, vous savez, le 6 juin 1944, vraiment des opérateurs dans les barges de débarquement, ça n'est pas le cas pour la France. Et donc c'est le premier assaut au Cap-Nègre. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas mis, mais je sais que c'est au Cap-Nègre. On va reconstituer l'assaut donc en janvier 1945, parce que la presse réclame des belles images pour reparler déjà en janvier 1945 du débarquement d'août 1944. Par contre, ils arrivent bien de manière normale, donc sur des navires américains, mais avec de l'équipement américain, mais ce sont bien des soldats français. Enfin, ici, français et américains. La légende n'est pas tout à fait juste. Il y a aussi des soldats français sur ce bateau. Là, on vient de coéditer un très beau livre avec Passé composé sur le débarquement de Provence, exclusivement avec des photographies de ce fond. Là, vous voyez, à Marseille, sur le Vieux-Port, c'est le général de Lattre qui, après une cérémonie marquant la libération de la ville, est acclamé par la foule tout autour de lui. Et on a de très très belles photographies, encore une fois. J'insiste parce que là, c'est une qualité esthétique très forte. Ensuite, évidemment, c'est la remontée, l'Alsace. Donc, parfois, les soldats posent. Et on immortalise ce moment. Ça, c'est une photo parfaite pour la presse, évidemment. Et puis, c'est Strasbourg. La deuxième DB a maintenu le serment de Koufra. Et là aussi, ça servira. Alors, cette photo est intéressante parce que c'est une photo réellement historique. Vous savez, on la sort toujours pour célébrer. Il va bientôt être sorti là, pour les 80 ans de la libération de la ville et du fameux serment de Koufra qui est tenu par les hommes de Leclerc. Et ici, on voit un opérateur. Voilà. Pour nous, elle est doublement importante. Et à partir de là, on a beaucoup de photographies de ces correspondants de guerre français qui aiment beaucoup se prendre en photo. Alors, je ne vous ai pas mis les plus marrantes parce qu'évidemment, ce sont des jeunes, donc ils font les andouilles. Donc on a beaucoup de photos rigolotes qui ont été conservées, ils se prennent entre eux en train de faire mille et une bêtises. Mais là, on a aussi des photos un peu plus sérieuses où ils posent avec les populations françaises des territoires qui ont été libérés. Ici, dans le Bas-Rhin, par exemple. On en a beaucoup à Strasbourg avec des Alsaciens en tenue traditionnelle, c'est assez marrant. Et puis ensuite, c'est l'Allemagne, évidemment. Toujours l'idée de... Alors, je ne vous ai pas mis de photographies de combat, mais là, on en a beaucoup. Mais là, on est vraiment, vous voyez, sur les photographies, non plus d'information, mais vraiment pour montrer aux Français que les troupes françaises avancent en territoire désormais ennemi et iront jusqu'à Berchtesgaden. On a vraiment des photos de la deuxième DB quand elle arrive au Nidegg vers la fin de la guerre. Alors, je vous ai fait un tout petit focus parce qu'on parle des Glies-Miller. Et moi, nous aussi, on a d'autres Glies-Miller. On a Germaine Canova, qui est une photographe assez connue dans les années 20, qui est franco-tchèque et qui habite à Londres. C'est une photographe de plateau. Elle fait énormément de photographies de mode. Elle a un studio photo qui marche très très bien. Elle connaît Glies-Miller. Elle connaît aussi Margaret Bourke-White. Elle connaît Brigitte Schreiber. On connaît plutôt sous le nom de Brigitte Gros, qui va devenir également correspondante de guerre. Ce sont des femmes qui vont passer de statut de milieu de la mode, plutôt généralement, à correspondante de guerre, en basculant Glies-Miller de mannequin à photographe, puis photographe. Germaine n'a jamais été mannequin, elle était vraiment photographe, mais elle s'engage en 1944 pour suivre, et on a des reportages d'elle qui sont devenus particulièrement célèbres, puisqu'elle a photographié, entre autres, la libération de certains camps, dont celui de Vaillingen, qui feront... Alors, si Glies-Miller est connu pour ses photographies de libération de certains camps comme Auschwitz, et seront publiés non pas dans Vogue Londres, mais dans Vogue New York. En France seront publiées des images de Germaine Canova, les premières, pour montrer la réalité des camps de concentration. Avec une particularité sur cet ensemble de production, que ce soit, peu importe la photographe dont je parle, c'est étonnant, ce sont des femmes qui se sont retrouvées... On a une sensibilité différente, et puis surtout on a une sensibilité artistique, y compris pour photographier l'horreur, où il y a tout un tas de photographies que l'on a étudiées déjà, qui ont des cadrages particuliers. On sent que ce sont des photographes de plateau, des gens qui ont l'habitude de prendre des gens qui posent, et donc qui reconstituent non pas des scènes, mais qui ont le savoir-faire pour saisir des moments, comme si c'était posé.
Et puis c'est la Libération, évidemment. On a une équipe à Paris pour le 8 mai 45, avec un reportage absolument évidemment, particulièrement joyeux. Je ne vous ai pas montré, mais on a également des photographies de cette épuration sauvage des premiers jours, avec les femmes tondues, des gens, collaborateurs massacrés, etc., etc. On a également toute cette volonté de documenter ce qui se passe au moment de la Libération. Alors, 1946, une décision est prise par le ministère de la Guerre de fusionner tous ces services-là, parce que je vous ai dit, c'est compliqué même pour le commandement. Donc, tout est fusionné en un service cinématographique des armées, clac, et on prend la décision de nous installer au Fort d'Ivry, sur Seine, en banlieue sud-est de Paris, où nous sommes toujours. Il va falloir 2 ans de travaux pour remettre à peu près le fort en état. On n'a pas toujours fini, on est en 2024, on a encore quelques travaux pour finir de le mettre en état. Pour vous dire dans quel état il était, c'était un fort de 1846-1848, 100 ans pile avant l'installation du service cinématographique des armées. Alors, ensuite on va suivre évidemment l'histoire des conflits de cette deuxième moitié du XXe siècle. Avec la guerre de Corée, où sont envoyées plusieurs équipes, et une particularité, donc c'est la modernité de ces images, déjà, là, vous allez voir, ce sont les mêmes que vous avez en tête pour l'Indochine, pour le Vietnam, avec l'apparition de la couleur. Les premières photos en couleur, non pas de manière générale, la couleur existe déjà, mais par contre utilisée par les opérateurs militaires. Toujours cette volonté de documenter le théâtre d'opération, énormément de photographies de la population coréenne. Ils sont marqués par la pauvreté, par le dénuement, encore une fois, de la population qu'ils rencontrent et qui connaît, vous savez, il y aura un taux de mortalité très élevé dans la population civile. Je voulais vous les montrer, mais surtout, je vais vous parler évidemment des guerres de décolonisation. Si la photographie, l'âge d'or de la photographie de l'établissement, c'est plutôt la Première Guerre mondiale, l'âge d'or du cinéma, c'est évidemment l'Indochine, avec une personnalité que vous connaissez, Pierre Schoendoerfer, qui est pour nous la figure tutélaire de l'établissement, qui s'engage en 1952 au service cinématographique des armées, et qui est envoyé et qui va filmer la guerre d'Indochine de 1952 à 1954-1955. Il est fait prisonnier à Dien Bien Phu. Ces témoignages sont très nombreux. Vous connaissez peut-être, je l'espère, la 317e section, sinon je vous invite à la regarder. Vous retrouverez dans la 317e section, alors qu'il filme un film de fiction, toutes les images qu'il a prises durant les vrais combats. Avec Capa est passé par là. Pour prendre la guerre, il faut être devant. Il faut même être en première ligne, voire devant ceux qui combattent, ce qui fait qu'on a un taux de mortalité, alors qu'il n'y avait pas un seul opérateur mort pendant 14-18, puisqu'ils étaient à l'arrière, ils ne pouvaient pas monter au front. Par contre, l'Indochine, c'est une catastrophe pour le service. C'est la période où on a le plus grand taux de mortalité chez nos opérateurs. Mais ce qui nous donne aussi des archives exceptionnels. Voilà, ça c'est un film de Schoendoerfer, vous voyez où il est. Il est vraiment devant. Alors j'étais un peu dur avec la photographie, puisque de nombreuses photographies sur l'Indochine, en particulier sur Dien Bien Phu, on vient également de sortir un livre, je fais de la promotion en même temps, sont assez réputés, en tout cas très connus dans les armées françaises encore aujourd'hui, et illustrent la plupart des chambres dans les écoles de sous-officiers et d'officiers, période assez mythique pour tous ceux qui veulent devenir militaires. Toujours le souci de photographier la population, les habitats, les modes de vie. Bijard, évidemment. Et les gars qui sautent sur Dien Bien Phu, alors que la situation est déjà catastrophique. L'Algérie, c'est différent. Oserais-je vous dire, l'Algérie, c'est la France à l'époque. Donc, il y a un quadrillage du territoire aussi par la section cinématographique des armées totalement différent. Il y a des bureaux permanents et on filme on filme en photographie ce que l'on appelle les actions civilo-militaires, c'est-à-dire montrer les bienfaits de la présence de la France, donc montrer les appelés qui sont instituteurs, les appelés qui sont médecins, tout ce que nous apportons à la population locale et pourquoi c'est bien que la France reste en Algérie. Parallèlement, il y a également une production beaucoup plus militaire, mais qui dans un premier temps n'est pas voulue par le commandement. C'est finalement Bijard qui va lui-même vouloir se mettre en scène et recruter son propre opérateur, qui s'appelle Marc Flamand,
Et on a le fonds Marc Flamand chez nous, qui est un fonds public, pas privé, mais qui montre cette fois-ci la dureté des combats. Et à partir de là, bascule également la section qui va également prendre aussi des combats finalement, parce qu'il faut documenter aussi la guerre. La guerre qui ne s'appelle pas comme ça à l'époque, comme vous le savez. Alors on a des photographies également très très belles de cette période-là, puisque parmi les opérateurs de la section, beaucoup d'appelés, qui sont eux-mêmes photographes, et qui sont parfois des grands noms. On a plusieurs, ils sont très jeunes. On a Raymond Depardon, qui fait son service. Mais on n'a pas que lui, on en a beaucoup d'autres. Il y a la revue qui s'appelle Le Bled, qui est illustrée allègrement par les photographies du service. Et Depardon sera un des grands photographes de cette revue. On a fait une exposition en 2019, avec un catalogue chez Gallimard. Je continue ma pub. Quelques photographies. Et puis évidemment, comme plus on va s'approcher de la fin du conflit, puis il va également falloir faire encore de nouveau des photos entre guillemets de propagande. Vous voyez ici le fameux discours du général de Gaulle au balcon du gouvernement général. Et la section reste jusqu'au dernier jour, et encore après le dernier jour. Vous avez là le jour de la proclamation d'indépendance de l'Algérie, avec quelques beaux reportages dans les rues d'Alger. Et on filmera ensuite les essais nucléaires dans le Sahara. Donc on restera vraiment jusqu'en 64. Après, j'ai commencé à vous parler d'un sujet qui sont les appelés. Et à partir de cette période-là, nous allons avoir la chance au service d'avoir tous les appelés qui sont les futurs grands noms du cinéma et de la photographie. Je vous ai parlé de Depardon. Je vous montre ce film, si ça veut bien partir, qui est de Claude Lelouch. Non. Alors, attendez, peut-être qu'en refaisant comme tout à l'heure. Non. Donc on fait la petite manip. Voilà, je vous laisse. Photo, monsieur, dame? Oui, d'accord. À partir de demain à 9h. Merci. Dites donc, les gars, ça vous rappelle rien? Je se croirait à la garde. Et figurez-vous, quand on monte la gare sur Mirador Sud, on a sans arrêt un projecteur en pleine figure. Eh ben, ça doit pas être drôle de monter la garde comme ça. Oh, vous savez, une faction ne dure que 2 heures. Et à ce poste-là, pour les rondes, on a la paix. Oh, mais ça durera pas toujours, ça. Parce que quand le pont sera réparé et que la Jeep des gardes passera, alors là... Mais si on parlait d'autre chose un peu. Eh oui, à votre santé. Oh, zut, que je suis maladroite. Oui, excusez-moi, j'en reviens tout de suite. Allô? Bonsoir, Rita. Quoi de neuf? Intéressant tout ça, oui. Vous voyez bien, j'avais une bonne idée en vous conseillant d'aller là-bas. Mais dites-moi, c'est parfait tout ça. Bon, alors continuez avec ces garçons. Ils sont mieux là-bas. À bientôt. Voilà, ce sont des films d'instruction. Attention quand vous sortez, ne parlez pas du service, même aux jeunes filles que vous rencontrez. On va commencer à partir de la fin des années 50 et surtout les années 60, et encore plus après la décolonisation. Le service se recentre complètement sur une production de films d'instruction. Il n'y a plus de conflits à filmer. La France va être en paix pendant quelques années. Et donc la production, c'est avant tout, aussi bien au profit des armées que d'autres campagnes gouvernementales. Il s'agit de faire des films d'instruction pour les appelés, leur rappeler aussi bien comment bien s'habiller. On a Jean-Claude Brialy, on a toute une série on dirait une série aujourd'hui justement, de petits films très amusants, très drôles, complètement décalés, avec Jean-Claude Brialy qui est toujours mal habillé, toujours mal fagoté, il fait plein de bêtises, il se fait engueuler par ses chefs, et comme ça permet de dire voilà comment doit se tenir un soldat, comment doit, etc. Et on a cette chance, je l'ai dit, d'avoir ces grands noms qui circulent. En 69, je le dis juste comme ça, on change de nom, ça commence à se rapprocher du nôtre d'aujourd'hui, et on devient l'établissement cinématographique et photographique des armées. Et je vous ai mis quelques exemples de ces films pour vous montrer la variété. Parce que la variété, la diversité, et le fait que la production de l'établissement suit les modes cinématographiques de manière générale. Donc on va faire du film d'animation, on va faire de la comédie musicale, des choses qui nous semblent totalement décalées aujourd'hui, qui font le bonheur
Parce qu'on les emmène dans les festivals, montrer tout ça, en général, voilà, on s'amuse beaucoup avec ces films, parce qu'il nous semble vraiment, mais jamais on ferait ça aujourd'hui. Donc j'ai essayé de vous faire rire. Pas avec celui-ci, mais qui peut me casser les pieds aussi. René Laloux, le maître de l'animation dans les années 60. Une entreprise, c'est comme un être vivant. Elle ne peut remplir efficacement ses fonctions que si elle est en bonne santé. Malheureusement, comme tout être vivant, il lui arrive parfois d'être malade. Ainsi, une entreprise peut-elle connaître des difficultés de trésorerie ou souffrir d'une insuffisance chronique du plan de charge. Examinons de plus près ces mécanismes de fonctionnement et pénétrons dans ces divers services, bureaux, ateliers et magasins. On y décèle parfois des tensions internes, des conflits sociaux, des cloisonnements ou des défauts d'organisation qui sont autant d'entraves à la communication et à la coopération. En 1984, donc vous voyez, on est très loin du monde militaire. Les différents ministères commandent des films comme ça à la section, qui se dotent d'un atelier d'animation, qui se dotent d'un orchestre, etc. C'est non pas l'âge d'or de l'établissement, mais en tout cas on est près de 800 personnes à produire, dont 500 appelés. Oui, tout sur les carrières. Là nous avons l'État, oui, l'État de milliers. 1978, c'est la fameuse comédie musicale Mélodie Conseil qui fait vraiment le bonheur de tous quand on la montre. Ça dure 20 minutes, c'est complètement ésotérique. Ça commence par une femme habillée en blanc avec des grands voiles et qui se déplace, et donc elle incarne le travail. Et ces jeunes appelés qui espèrent la rencontrer d'une manière ou d'une autre à la fin de leur service militaire. Complètement loufoque, mais très très loin. C'est l'époque, voilà, les années 70. C'est aussi des reportages photographiques un petit peu plus sérieux pour montrer la mise en place vraiment d'une politique de défense nationale, et en particulier autour de la dissuasion nucléaire, avec les essais nucléaires en Polynésie. C'est une photographie qui est très célèbre, largement publiée. Ce sont aussi quelques opérations de ci, de là, ici à Colvézi, où on envoie pour quelques jours un photographe ou un caméraman prendre quelques images. Mais il n'y a pas le réflexe systématique. Il y a beaucoup d'autres opérations en Afrique à l'époque, on n'envoie personne. Colvézi, quand même, on envoie une équipe, une fois que les légionnaires ont sauté en parachute, ont repris le contrôle, il faut quand même documenter un petit peu. Et là où ça va commencer à devenir tout doucement plus sérieux, c'est le Liban, l'actualité, où là, par contre, plusieurs équipes vont se succéder à partir de 1982 pour filmer le conflit sous toutes ses formes et aussi toutes les factions. Voilà. Donc là, on a un fond très très riche, en photographie surtout, un peu en film, mais surtout en photographie. Je choisis celle-ci parce qu'on voit également les opérateurs travailler. Vous voyez, ils sont tout autour. C'est une photographie, on pourrait la commenter pendant plus d'une heure. Le gars en maillot de bain et en tongs. Enfin, il y a vraiment... Là aussi, on voit, c'est une photo qui a été prise par un photographe qui ensuite a travaillé beaucoup pour Le Monde et Paris Match, qui a fait une carrière remarquable et qui vient de prendre sa retraite, qui s'appelle Jean-Claude Coutos. « 1990, c'est le début des opérations extérieures. Et là, c'est la vraie transformation du service qui va de plus en plus ressembler à ce que nous sommes aujourd'hui. Avec évidemment la première guerre du Golfe, où, comme tout le reste de l'armée française, l'établissement n'est pas du tout prêt à envoyer des opérateurs. Donc ça va se faire de manière à la fois anarchique, mais une anarchie militaire, donc quand même contrôlée et dirigée. Le contingent est mis sur place. Vous savez, il y a 10 000 hommes qui partent, on les prend un petit peu partout dans les régiments, il faut qu'ils soient professionnels, on ne peut pas envoyer encore des appelés, le président n'a pas voulu. Les opérateurs, on les envoie, se crée à toute vitesse au ministère ce qu'on va appeler un CIRPA, un service d'information de relations publiques de l'armée. Il faut s'organiser. Plusieurs équipes en même temps, et donc une couverture complète de ce conflit qui nous a permis d'en faire un film, un livre, etc. Là, pour les 30 ans de l'opération, on a quand même une documentation très complète. Mais là, immédiatement, on s'aperçoit que, comme le reste de l'armée, il faut désormais repenser le format militaire. Et c'est le début de la professionnalisation. Et c'est l'enchaînement aussi des opérations, que ce soit sous drapeau français ou sous drapeau ONU. Ici à Sarajevo, où on a également un fonds très important, mais aussi au Rwanda,
où nos opérateurs, comme bon nombre d'autres militaires du rang de sous-officiers, voire de jeunes officiers, ne vont pas bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, loin de ce qui se passe à Paris, de ce que l'on sait désormais. Et beaucoup des massacres vont être documentés, beaucoup des charniers vont être découverts par nos opérateurs qui vont être eux aussi concernés par ce qu'on appelle désormais le stress post-traumatique. Ils vont voir et entendre des choses assez abominables au Rwanda. C'est aussi une bascule pour nos opérateurs, professionnalisés et soumis finalement aux mêmes pressions psychologiques que les autres militaires. En 2001, nous prenons notre statut actuel. Je vous ai dit, on est un établissement public administratif, donc sous tutelle du ministère. Et là, c'est l'enchaînement à toute vitesse de toutes les opérations. Évidemment, l'Afghanistan, où désormais, les opérateurs ne sont plus comme ça envoyés. Ils partent avec des régiments. Il y a un régiment support qui est désigné. Les militaires sont constitués de ce qu'on appelle une équipe image. Et là, je vous demande de vous rappeler de 1917. C'est comme en 1917. Il y a un officier qui dirige, assure la sécurité de ces opérateurs pendant qu'ils ont l'œil dans le viseur. Et il y a un caméraman et un photographe, comme en 1917. C'est l'Afghanistan, cette photo que j'aime beaucoup, dans les champs de pavots. Et une petite vidéo très courte, qui n'a jamais été publiée. C'est pas vrai. On l'a pris ou pas? Ok, 13. Voilà, comme en Indochine, nos opérateurs sont au cœur des combats. Il s'est opéré une transformation à cette époque. On ne recrute pas des photographes, on recrute des soldats. On les forme comme des combattants et ensuite on leur donne la formation d'opérateurs. Alors parfois il y a des jeunes qui ont fait des études. Aujourd'hui, frappe à nos portes des jeunes qui ont déjà des études assez solides de photographes et d'opérateurs, mais ils ont d'abord une formation militaire parce qu'ils partent à double dotation, qu'on appelle la double dotation, la dotation du militaire normal, armé jusqu'aux dents, prêt à combattre, c'est-à-dire comme ces leurs camarades qui sont ici, plus la dotation soit de photographe, soit de caméraman, ce qui leur ajoute en général 10 kilos de plus. Voilà, et ils vont suivre embarqués, posant parfois l'appareil photo. J'ai encore un soldat qui a engagé le feu il y a un an, déposant quand il le faut l'appareil pour tout simplement combattre quand la situation l'exige. Et là, c'est une grande différence avec la guerre du Golfe où les gars étaient partis un peu libres avec leur jeep et ils naviguaient entre les colonnes de blindés. Enfin, il y a des récits absolument très très drôles. Drôles parce qu'ils s'en sont tous sortis et qu'ils sont revenus, mais ce qui aurait pu être incroyablement dangereuse. Là, on est passé dans quelque chose de radicalement différent. C'est la situation qu'on connaît aujourd'hui, où nos soldats sont de vrais combattants, mais qui ont la spécialité de ce qu'on appelle les métiers de l'image. Voilà, une très belle photographie d'adjudant-chef Thibaut Minoche, qui est tué le 14 octobre 2010. Et c'est le dernier hommage de ses frères d'armes. Car nous sommes systématiquement chargés de documenter la mort des soldats. C'est-à-dire la levée des corps, les derniers hommages, la cérémonie d'adieu sur place, l'embarquement du corps dans un avion, puis une équipe à l'arrivée qui filme l'arrivée. Et ces images sont remises aux familles. Là aussi, pour nos soldats, c'est une charge assez lourde, en plus du reste. Les opérations s'enchaînent, et là je vais vous montrer, c'est l'opération Harmattan, donc en Libye. Donc on est en pleine nuit sur un porte-hélicoptère. C'est évidemment d'abord l'opération Serval au Mali, dans des conditions, une opération très particulière, juste un mot. Le gouvernement et le commandement militaire vont interdire l'accès de la presse civile durant cette première année, cette première opération. Ça va faire, si vous en souvenez, ça va faire de grandes polémiques, parce qu'on va dire, justement, ce ne sont que des images officielles. Alors ça n'est pas une volonté, en fait, on a beau le dire aujourd'hui, quelques journalistes l'ont compris depuis, les opérations vont aller très vite, et les troupes, comme par exemple sur cette photographie, vont s'enfoncer dans le Mali, au nord du Mali, très loin des bases arrières, dans des conditions à plus 50 degrés, avec tout le matériel que je viens de vous citer, souvent 30 à 40 kilos chacun, avec des bouteilles d'eau qui leur sont héliportées tant bien que mal, ils consomment plus de 10 litres d'eau par jour. Il n'était pas question pour le commandement d'embarquer des photographes ou des journalistes civils. Évidemment, la liberté de la presse, etc. etc. Et donc toute cette opération n'est couverte que par des photographies de l'établissement. Après, avec l'opération Barkhane qui va durer près de 10 ans,
on retrouvera ce qu'on appelle les journalistes embedded, comme on dit, c'est une expression en anglais. On embarque dans une unité un journaliste civil avec un officier communication qui l'accompagne et qui le guide. C'est la République centrafricaine. Vous voyez, on passe aussi, on alterne des photographies plus esthétiques à des photographies de combat. Il s'agit, là aussi, alors je ne vais pas vous les montrer, faute de temps, j'ai déjà dépassé. On a sur le 10 ans au Mali, on a une couverture absolument incroyable des populations civiles, mariages, enterrements, comment on va au puits pour chercher de l'eau, etc. Nos photographes documentent tout. C'est la même chose pour l'Afghanistan. Je regardais la semaine dernière un incroyable reportage où un de nos photographes a été pris par une unité de force spéciale qui part dans les montagnes, évidemment là aussi loin des bases françaises, et vont dans des petits villages où les gens n'ont jamais vu un occidental. Et on est loin de la burqa telle qu'on l'imagine, même les talibans ne sont pas montés dans ces villages-là, et ce sont des tenues vraiment très colorées, les femmes ne sont pas voilées, enfin, des gens complètement coupés du monde. Et on a au milieu des photographies des forces spéciales pour documenter ce qu'elles font, on a aussi ces populations-là. Donc on a des spécialistes plutôt ethno qui travaillent sur l'Afghanistan, qui viennent aussi voir ces images pour avoir une documentation. Alors on travaille aussi dans les airs, on travaille évidemment sur mer, je ne vais pas vous montrer des petits avions. Là c'était un peu posé, évidemment. Là ça l'était moins, mais c'est joli. Et puis c'est la fin de Barkhane, et si vous vous souvenez, c'est ce fameux convoi sur ce qu'on appelait la voie sacrée, où le convoi militaire d'évacuation était régulièrement attaqué, stoppé par les populations, pour la plupart du temps manipulées par les Russes. Et nos photographes étaient là et ont permis aussi de documenter ces événements. Souvent, d'ailleurs, vous ne le savez pas, mais vous n'avez pas forcément à le savoir, mais ces images, vous les retrouvez dans la presse écrite, vous les retrouvez à la télévision. On ne met jamais notre logo, on les donne on laisse les chaînes ou les journaux choisir ce qu'ils veulent et ils publient librement. Le Covid, personne ne voulait filmer, c'était la panique, si vous vous souvenez bien. On s'est tourné vers vous, parce que nous, évidemment, on va partout, donc on ne s'est pas ennuyé pendant le Covid. C'était une belle période pour nous. On n'était pas totalement confinés, si c'est au Fort d'Ivry, et nos équipes ont couvert à peu près tout le Covid. On a travaillé également pour le ministère de la Santé, pour l'Agence régionale de santé. Enfin, on a travaillé pour tous ceux qui voulaient. On a des reportages de Paris totalement vides, comme il y a le préfecture de police en a fait un aussi. Et là, c'est le premier arrivage de masques. Une opération classifiée, donc pareil, la presse ne peut pas y accéder. Les photographes de tous les autres ministères qui ne voulaient pas y aller parce qu'ils étaient confinés ne pouvaient de toute façon pas. Donc, nous, on est habilités, donc on a filmé, photographié, et ce sont ces images-là qui ont servi à la communication du gouvernement. Les évacuations aussi des malades. Là, cette fois-ci, on était beaucoup plus légitime, c'était des évacuations par des forces militaires, donc on était là aussi. Et puis, j'ai fini ce petit PowerPoint par, évidemment, Gaza. Les largages de charges d'aide alimentaire au-dessus de la bande de Gaza. Je ne peux pas vous montrer des photos du Liban, j'ai une équipe qui est partie avant-hier. Mais on aura bientôt des photographies qui vont arriver, des films aussi, et voilà, l'aide alimentaire que l'on parachute sur la bande de Gaza. Voilà, j'ai fini pour le panorama historique. Je vous dis rapidement ce qu'est aujourd'hui l'établissement. Donc il s'appelle aujourd'hui établissement de communication et de production du visuel de la défense. On a changé de nom en 2001. Nous sommes 257, avec un taux de féminisation global de 42%. Si on met que les civils, on est plutôt à 48%. On a 20% de militaires qui sont pratiquement tous tournés justement vers cette fonction de soldat de l'image. On a 4 grandes missions aujourd'hui: former, produire, conserver, valoriser. Former parce qu'on a l'école des métiers de l'image, où nous formons tous les opérateurs militaires et quelques civils du ministère des Armées. Au bout de 10 ans d'existence, l'école a été créée en 2013, on considère que tous les opérateurs du ministère sont passés soit en formation initiale, soit en formation continue. Ils reviennent régulièrement pour des enseignements de cursus, de telle manière à grimper en compétences et aussi en grade. Ils ne peuvent pas, sinon. Ça concerne les sous-officiers. Produire, nous avons la capacité, vous l'avez compris, de produire en opération. Donc on a nos beaux gosses là, qui posent pour la photographie. Une vraie image de recrutement. Ils sentent bon le sable chaud. Nous fournissons à la presse gratuitement pendant 30 jours. Alors, évidemment, nous travaillons pour l'état-major des armées pour sa communication opérationnelle, mais nous travaillons également pour la presse pendant 30 jours où nous fournissons les images gratuitement. Et ensuite, comme je n'aime pas le terme du tout, parce que nous sommes un service d'archives, comme une agence d'images, nous vendons également les images.
Nous faisons de la captation événementielle, donc c'est-à-dire des captations de type match de foot, 4 à 20 caméras, on a le savoir-faire, une partie est externalisée, évidemment, on loue du matériel, mais par contre, ce sont nos agents. Et on a, dans notre besace, tous les hommages liés de près ou de loin à la mémoire combattante du président de la République, du Premier ministre, du ministre des Armées et du ministre délégué auprès du ministre des Armées. Ici, c'est le dernier mort pour la France, le sergent Maxime Blasco. Et donc, ce sont des captations en temps réel qui sont diffusées sur les chaînes d'information en continu pour la plupart du temps et repris par les grandes chaînes d'information le soir aux 20h. Gratuitement. Nous avons toute la chaîne de production audiovisuelle. Le pôle de production chez nous fait 80 personnes et nous avons la totalité de la chaîne de production et de post-production et on fait tout ce qui existe aujourd'hui et c'est le grand défi, c'est de se maintenir à la fois en termes de compétences et de matériel au niveau technologique les plus performants. Et nous sommes donc, ça vous l'avez bien compris, un centre d'archives avec aujourd'hui 15 millions de photos, 100 000 heures de films, une médiathèque sur place évidemment qui accueille le public, mais aussi un site qui s'appelle Image Défense et qui progressivement met en ligne des images numérisées ou nativement numériques. Aujourd'hui, un petit peu plus, le PowerPoint date déjà de 15 jours. On est à 430 000. En fait, sur les 15 millions, on a 8 millions de numérisés, mais comme nous appliquons le droit d'auteur, depuis une loi qui est passée, qui reconnaît aux agents publics le droit d'auteur, c'est un mot en anglais, donc je le dis en français, nous nettoyons les droits, c'est-à-dire nous rendons les droits pour les agents qui souhaitent faire valoir leurs droits d'auteur. Donc des anciens militaires ou des militaires encore en activité, il faut qu'on soit clair d'un point de vue juridique avec eux, est-ce qu'ils nous cèdent les droits ou pas, et après on vend les images. Alors, dans tout ce qui est service public, c'est gratuit, évidemment, mais par contre, pour tout ce qui est réutilisation commerciale, comme ça échappe à la réutilisation des données publiques, parce que c'est grévé de droits d'auteur, justement, on a une vente. Donc on est aussi de ce côté-là un peu un service commercial. Mais on est quand même un vrai service culturel, on y tient, aussi bien en physique qu'en numérique, où nous sommes notre propre éditeur, nous réalisons des expositions, nous allons dans des festivals, nous faisons du prêt d'archives, mais aussi de la vente, je vous l'ai dit. Nous avons 2 résidences d'artistes pour accueillir des photographes, des réalisateurs, des dessinateurs de BD, des chercheurs aussi, c'est résidences d'artistes et de chercheurs. Un acteur pédagogique de manière classique, comme tout service d'archives, où nous fournissons à la fois du contenu et nous accueillons des classes. Et puis un acteur scientifique, encore une fois, comme tout service d'archives, où nous sommes partenaires de programmes de recherche avec les universités, avec le CNRS, nous accueillons des étudiants, puisque nous avons des accords avec certaines facs pour former des étudiants en histoire du cinéma, histoire tout court, et métiers techniques audiovisuels, puisqu'ils viennent faire du montage chez nous également. Voilà. J'ai fini, j'ai eu 10 minutes de retard, je vous prie de m'en excuser. Je peux répondre à vos questions. Voilà. Pour finir, aujourd'hui, la grande difficulté de l'établissement, mais qui fait sa richesse, il ne faut pas retenir difficulté, il faut retenir richesse, c'est d'avoir cette partie strictement opérationnelle, où nos soldats sont projetés en opération extérieure, ce sont des combattants, et dans la même journée, on accueille des classes de 6e pour leur montrer nos archives, ou des chercheurs, ou etc. C'est une richesse parce qu'en fait, les 2 s'auto-alimentent, et en fait, les 4 s'auto-alimentent, les 4 grandes missions, parce que en formation, nous montrons, évidemment, nous utilisons les images d'archives pour former les jeunes. La production utilise beaucoup des images d'archives parce que nous travaillons au profit du ministère pour tout un tas de documents, soit dans le cadre de la politique historique, politique mémorielle ou politique pédagogique. Donc on utilise des images d'archives. Et on a un atelier qui est le best-seller de l'établissement, c'est l'atelier soldats de l'image. C'est-à-dire ce sont nos soldats, ceux qui sont projetés, qui vont témoigner devant les classes de l'élémentaire, du collège et du lycée. Et c'est le best-seller. Les gamins sont absolument ravis d'avoir un soldat qui généralement n'est pas beaucoup plus vieux qu'eux. C'est des jeunes contre 18 et 23, 24 ans, parce qu'il faut être en forme, comme vous le savez, et ça passe incroyablement bien, d'autant qu'on n'est pas sur un discours guerrier, mais on est bien sur un discours, je suis photographe, je suis caméraman, et voilà mon travail, voilà ce que je vis. Et on suscite, on espère en tout cas des vocations de photographe et de caméraman. Voilà, je vous remercie cette fois-ci. Quels sont vos partenariats avec les projets? C'est une bonne question qu'on nous pose régulièrement et en fait on n'en a pas de partenariat. On a beaucoup de contacts avec les autres pays. Alors sachant qu'on a une particularité, j'aurais dû vous le dire, c'est que la France est le seul pays à avoir ce modèle. Tous les autres pays ont fait le choix de saucissonner ces missions. Voilà. Il n'y a pas un seul service qui fait tout, de la formation jusqu'à la valorisation.
Les États-Unis, ils ont des unités incroyablement plus développées que nous pour la prise d'images, mais par contre, tout va aux archives nationales. Voilà. C'est pas un choix de la France, c'est en fait un héritage historique depuis 1915, ça fonctionne comme ça fonctionne bien. Donc finalement, pourquoi changer pour une fois, pourquoi changer un truc qui fonctionne? C'est une construction historique, ça fonctionne. Les Belges, c'est le musée royal de l'armée à Bruxelles. En Angleterre, c'est l'Imperial War Museum qui conserve les archives. Et ils ont des unités spéciales pour la production d'images. La formation, il y a 10 ans, nous, on envoyait nos soldats au Gobelins, à l'école des Gobelins à Paris pour se former. Seulement, ils n'étaient pas formés d'un point de vue opérationnel, ce qui était problème, parce que vous ne prenez pas tout à fait la même photo que lorsqu'on vous tire dessus ou lorsque vous êtes dans les rues de Paris tranquillement. Voilà, donc on a créé notre propre école, revenant en fait sur un modèle, ce que je dis souvent aussi, c'est le modèle de 1917-1918, car il y avait déjà une école à l'époque, il y avait déjà des équipes images. Voilà, donc il n'y a pas de partenariat. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu hautement régalien et hautement confidentiel en réalité. Même si 98% de nos archives sont librement communicables, je le dis. Il y a très peu de documents qui sont soit non communicables en vertu du Code du patrimoine, soit classifiés. Puisque ce sont des images produites pour la communication, donc par définition, librement communicables. Mais de temps en temps, on filme aussi des essais de missiles, des choses comme ça, donc on ne va pas vous les montrer. Vous perdez des hommes? Oui, malheureusement. Nous n'en avons pas perdu depuis l'Afghanistan. Le dernier tué est le sergent Sébastien Vermeil en 2011. Depuis 1915, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 25 soldats qui ont été tués. Avec une surreprésentation de l'Indochine. Je voudrais insister sur le fait qu'à l'ECPAD, vous avez des films extraordinaires. Merci. En 14, 18, il y en a 2 qui ont été tournés, un à Soissons et un dans la côte de Chavigny avec le général de Maudit. Ce film-là pourrait être pris pour l'organisation d'une action, peut-être en 2018 pour la victoire. Et ensuite, vous avez par exemple pour Hollande, je peux me permettre de le souligner, c'est que vous avez fêté ça magnifiquement pour la libération de 62 Chenevois. Je n'ai pas participé à tout, parce que je suis arrivé très tard dans l'après-midi. Et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était magnifique d'organiser une telle action. Par contre, est-ce que l'ECPAD pourrait avoir, par exemple dans le cadre de la libération de Soissons ou de Laon, une action un peu plus poussée? C'est-à-dire que vous avez des films sur la libération de Laon, peut-être de Soissons, et moi j'ai cru comprendre que, par exemple, pour la libération de Laon, c'est la première division d'infanterie américaine qui a débarqué à Omaha Beach, qui est venue délivrer Villers-Cotterêts, et ensuite Laon, en passant par Vic-sur-Aisne. Et je pensais justement qu'elle était passée par Soissons. Et je trouvais que, dans l'esprit d'une recherche, ça peut être un élément de plus pour faire venir la population dans le cadre d'un événement comme ce qui pour le 80e anniversaire, qui sera renouvelé au 85e, ou au 90e. Et après, il y a des films qui sont faits aujourd'hui, par exemple, il y a un vétéran américain qui s'appelle Charles Norman Shea, qui vit encore, qui habite en France, et qui a produit 150 films par les Américains, et il est présent tous les ans à Omaha Beach. Et ces films sont remarquables. Donc, pour être pris justement, la première division est à Omaha. Il y a les survivants actuels qui sont les derniers représentants. Il y a l'évolution de la première division d'infanterie qui est passée américaine, qui est passée par Paris, qui a délivré Villers-Cotterêts, puis Soissons, et qui est allée après s'illustrer sur la bataille des Ardennes. Et donc, suivre le cheminement de cette division à travers les exploits qu'elle a produits de part et d'autre. Et en collaboration avec les films américains, les archives américaines. Alors, la mission du service, quelle que soit la période, c'est de suivre l'armée française. Alors, on ne filme pas les autres armées, si ce n'est de manière un peu fortuite. Par contre, ce dont je n'ai pas parlé, dans nos fonds, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, les armées alliées, on a fait de même avec eux, on fait des copies de leurs films. Donc nous avons un fonds américain, par exemple, nous avons toutes les archives du débarquement de Normandie, les archives américaines. Nous avons également ce qui ne s'appelle pas juridiquement une prise de guerre, mais qui en est une. Les Américains tombent en 1945 sur les archives des compagnies de propagande nazies, les propagandas compagnons,
Elles vont les répartir en 3. Nous avons la plus grosse partie. On n'arrive pas à savoir pourquoi. On n'a pas d'archives, on n'arrive pas à retrouver. Il va falloir qu'on aille à Washington probablement pour aller un peu découvrir ce qui s'est passé. On a ce qu'on appelle le fonds allemand, qui est en fait un fonds nazi, absolument phénoménal. Donc on a la capacité, par exemple, de parler de la guerre avec des archives américaines, avec des archives nazies, avec des archives de Vichy, avec des archives de la France libre. Et ça, je n'en ai pas parlé dans la politique de valorisation. Nous, on n'est pas non plus, on n'a pas la force de frappe de faire certaines opérations. Et donc, on a un dispositif qui s'appelle le dispositif de coproduction. Et vous voyez beaucoup de documentaires historiques sur la Première, la Deuxième Guerre mondiale, etc., qui passent sur France 2, sur Arte, etc. Et si vous regardez bien, vous verrez, c'est coproduit avec le CPAD. Bon, parce que tout seul, on ne peut pas le faire. D'abord, les chaînes ne nous veulent pas tout seul, parce qu'immédiatement, ils disent, ouais, c'est la propagande de l'armée. Ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, on passe tout simplement par le système normal, et on s'allie avec des maisons de production pour coproduire des films historiques. Voilà, je ne vous réponds pas tout à fait, mais je vous le dis, en plus, je l'avoue, les archives américaines, je les connais peu. On travaille surtout sur les nôtres, parce qu'en fait, les demandes portent essentiellement sur les nôtres. Mais par contre, on met de la même manière à disposition du public, évidemment, les archives américaines, et y compris les archives des compagnies de propagande, tout en avertissant bien que ce sont des archives de propagande non pas allemandes, mais bien nazies. Donc, quand on les utilise, on continue de propager de l'image nazie. Donc, il faut faire très attention à leur réutilisation. Vous avez aussi un film qui a été tourné dans la côte de Chavigny, avec le général de Mauduit, qui vient décorer la division du général de Vallière, qui a été tué sur le chemin de Cannes le 27 mai 1918, donc la deuxième bataille de la Marne. Et on voit donc un film pendant 7 minutes qui est absolument fantastique. Pour moi, c'est un des plus beaux films de la page. Et ce film vient justement vient à point 8 jours avant l'offensive de la Marne par les Allemands. Les Allemands enfoncent jusqu'à Villers-Cotterêts, et le front jusqu'à Villers-Cotterêts et jusqu'à Château-Thierry. Et 2 tiers de la division se retrouvent tués. Et on voit ces poilus. N'hésitez pas à le regarder ce week-end, puisqu'il est en ligne. Tous les films de 14-18 sont en ligne sur Image Défense. Donc vous pouvez, il y a un moteur de recherche. Vous tapez les noms propres qui ont été cités et vous pourrez le regarder de chez vous. Alors, je vous ai dit, sur 15 millions de photos, 8 millions de photos ont été numérisées. Ça correspond à la production propre de l'établissement. Parce que je n'ai pas voulu être trop précis pour ne pas vous noyer, mais depuis 20 ans, et surtout depuis 5 ans, nous sommes aussi le service d'archives audiovisuelles définitif du ministère des Armées. Donc, nous avons aussi les versements de tous les autres services. Or, historiquement, on a commencé évidemment la numérisation par notre production propre, qui est la plus intéressante, d'autant que jusque dans les années, début des années 2000, il n'y a pas d'autre service qui produit de l'image. Donc, elle est la plus intéressante aussi parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc on a commencé à numériser ça. Donc qu'est-ce qui reste à numériser? Dans les 7 millions qui restent, on est très ennuyé. Parce que dans les années 2000 et 2010, il y a une grande restructuration, vous savez, de l'armée. Et on a, là pour le coup, on a nous-mêmes filmé et photographié ce qui se passait. C'est des norias de camions qui apportaient et qui déversaient, mais vraiment, vous savez, comme le camion poubelle, des cartons avec des diapos, des machins, tout en vrac, et on a tout pris pour tout sauver, mais on n'a jamais fait de sélection, jamais fait d'inventaire, jamais rien. Donc moi j'ai pris la décision en arrivant à la direction, comme je suis archiviste, c'était le premier archiviste à la tête de l'établissement, de dire on ne va pas numériser tout ça, on va d'abord faire un récollement, travailler, reprendre les méthodes d'archiviste, faire un inventaire, sélectionner, éliminer, et puis après on verra ce qu'on numérise, on va se calmer. Maintenant on a une production qui est nativement numérique, où vous le savez tous, on fait tous de la photo avec nos téléphones, avec tout ça, on appuie tous sur le bouton. Donc là, notre objectif, c'est surtout, sans jeu de mots, c'est de dire à nos photographes et à nos caméramans, il va falloir faire ce qu'on appelle dans le monde professionnel de l'editing, ce qui est en fait chez nous de la sélection. C'est-à-dire, vous ne me donnez pas 5000 photos avec toutes vos photos floues, vos ratés, le sergent Mach Pro qui est photographié 14 fois, 17 fois, ou 35, les pots de départ, les arbres de Noël, etc. Enfin, c'est exactement comme les autres archives. Vous me mettez tout ça à la benne parce que je ne prends pas. Donc voilà, il y a aussi des méthodes professionnelles à mettre en place qui n'étaient pas forcément en matière d'archives audiovisuelles, autant pour le papier, le service historique fait son boulot depuis le XVIIe siècle, autant pour le CPAD, on n'était pas encore reconnu comme un vrai service d'archives. Donc là, il y a un gros boulot de méthodologie. Donc je ne peux pas vous dire quelle est aujourd'hui notre politique, il y a des étapes préalables à respecter, que vous connaissez,
Et quand elles ont été atteintes, là, on va remettre en place une politique de numérisation. Mais là, aujourd'hui, on est à la croisée des chemins comme pour les autres archives, c'est-à-dire qu'on récupère de ci, de là, maintenant des restes en argentique, voire parfois même des plaques de verre. Il y a 2 ans, on est tombé sur, pour les chasseurs alpins, sur un fond absolument incroyable de plaques de verre. C'était dans des greniers, trucs classiques d'un archiviste, qui remontait au début du XXe siècle. Mais sinon, maintenant, la production, elle est avant tout numérique. Ce qui nous permet de basculer assez rapidement, par contre, sur l'image défense. Alors, une particularité pour les films, on est le seul service en France, ce qui surprend toujours l'INA, mais bon, on a fini un grand plan de sauvegarde et de numérisation. On appelle ça un plan sauvegarde et numérisation. C'est-à-dire qu'il y a une étape supplémentaire par rapport à, pour les films, hein, pas pour les photos. Quoique, si pour les photographies nitrate, mais surtout pour les films en nitrate, où on fait un transfert de support sur du polyester. Parce que le nitrate, on sait, est en train de disparaître, hein, par ce phénomène classique que vous connaissez chimique d'autodétérioration. Et donc on est obligé d'abord de les transférer sur du polyester, puis de numériser, ce qui coûte 2 fois plus cher. Mais au moins, c'est sauver le polyester, on sait que c'est une bonne espérance de vie. Voilà. Donc on a fini tous les films nitrates sont terminés. Ce qui a été aussi une grande opération, je raconte ma vie, hein. Ce qui a été une grande opération, puisque en France, vous n'avez pas le droit de conserver le nitrate sans une autorisation particulière d'exploitation environnementale. Et en France, il n'y avait que le CNC qui avait le droit. Et donc le CPAD est devenu le 2e établissement à avoir le droit à conserver du nitrate. C'est 7 ans de travaux, 15 millions d'investissements. Enfin, bon, je vous passe le détail. Le ministère des Armées a encore un peu de sous. On n'enregistre pas ça. On a pu le faire. Voilà. Mais venez, je vois votre... donc je pense que vous êtes du service des archives départementales, voilà. Venez nous voir, on vous accueillera, on vous montrera tout ça avec grand plaisir. Merci. Et bien c'est moi qui vous remercie encore une fois. Merci. La batterie a tenu.